Ok. C'est Secret Story. Donne-moi l'intitulé. Franchement, ouais, je pense que... Ouais, franchement, ouais. Ok, ça, on va parler à la fin. Peut-être. Ok. Hello tout le monde, bienvenue dans En Esprit. Vous le savez, En Esprit, c'est le moment où vous allez découvrir l'humain qui se cache derrière l'artiste. Aujourd'hui, au-delà d'avoir un artiste que j'aime énormément, un créateur de contenu, un réalisateur, mais j'ai la chance surtout que ce soit mon ami, c'est que j'ai pu rencontrer à ses tout début. Donc autant vous dire que c'est un réel plaisir de le recevoir aujourd'hui puisque c'est nul autre que Vidal Alexé. Bah, c'est un plaisir partagé et franchement, t'as très bien décrit tout le truc, tout le background. Donc en vrai, je pourrais même pas mieux faire. On se connaît depuis, je sais même pas dire combien d'années. T'es un des gars les plus acharnés que je connaisse dans ma vie. C'est vrai que je force. Franchement, je Tu force. forces. Ah, je suis un forceur. J'ai jamais rien lâché, à tort ou à raison, je sais pas. Mais en tout cas, c'est Raison. vrai que je suis le plus gros forceur que moi-même je connaisse. Genre. T'es revenu du Mexique, t'avais fait un Erasmus là-bas pendant 6 mois, Ouais. Pendant tes études à l'IEX. C'est ça. On se rend compte parce qu'on fait un court-métrage. Moi, c'est que, comment je te découvre, c'est comme un gars, finalement, qui est un voyageur, qui a été 6 mois au Mexique, qui a vécu quelque chose d'incroyable, qui revient, qui fait des vlogs. Et donc, t'es au tout début déjà de cette création de contenu, parce que t'es dans le montage. Et t'es d'ailleurs celui qui m'a appris à faire du montage. C'est vrai. C'est, je pense, ce qui m'a le plus appris en termes de... Que ce soit créativité d'ailleurs, parce que comme tu l'as dit, c'est là où j'ai commencé les vlogs. Alors maintenant, quand je les revois, ils sont plus dispo, mais... Ah, tu les as enlevés? Ouais, bah ouais, non. Waouh. J'assume qu'à moitié. Après, voilà, on peut toujours les remettre, mais voilà, faut avoir. Mais quand je les revois, je me dis, waouh, il y a vraiment un chemin qui a été parcouru parce que le montage était éclaté, le storytelling était explosé, mais pour moi, et ça c'est ce que je dis à chaque fois quand on me pose la question, je trouve que, et c'est peut-être pour ça aussi que je me donne des fois cette image de, comme tu dis, gars qui continue, qui force, qui essaye toujours, c'est que via l'erreur, via les échecs, c'est comme ça que moi j'ai le plus appris, tu vois. Mhm. Maintenant, quand je revois les trucs que j'ai échoué, si je peux dire à l'époque que j'ai foiré, je me dis, bah, au final, c'est grâce à ça que je ne refais plus les mêmes erreurs, tu vois. Donc, je trouve que ouais, le Mexique, c'est un bon exemple d'un point de départ, si je peux dire, de ma carrière, parce que c'est vraiment là où je me suis lancé dans l'inconnu. Je savais pas parler espagnol, je savais pas comment faire des vidéos et tout ça. Je me suis dit, vas-y, j'ai ce caractère où je me dis, au moins, je vais essayer, et puis on verra, tu vois. Le Vidal avant le Mexique, c'était on peut dire un Vidal qui osait pas trop ni s'affirmer, ni essayer, et surtout pas échouer, tu vois. Le Vidal pendant le Mexique, est-ce que c'est le fait que j'étais à l'étranger ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, je me sentais tellement décomplexé là-bas que j'osais faire des erreurs en espagnol. C'est comme ça que j'ai appris l'espagnol. J'osais faire des vidéos qui floppaient, qui étaient nulles, qui étaient gênantes, mais au moins je les faisais. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jugeaient un peu ça, tu vois, parce que moi, c'était des vidéos que je postais comme ça à l'époque sur Facebook, hein, attention. Ah ouais, ça Ah, ouais, date. ouais. Ah, c'est l'époque Ça date. des vidéos sur Facebook, les gars. Et je les postais comme ça, en mode on verra. Et pour moi, c'est vraiment de nouveau ça qui m'a permis de passer un peu l'étape de me dire que, ok, tu peux échouer sans pour autant que ce soit la mort, tu vois. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu, si je peux dire, ma qualité, c'est de me dire que dans tous les cas, je me lance des fois un peu tête baissée et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais quand ça passe, c'est stylé, tu vois. Toi, t'es bélier, non? Ah ouais, 100%. Ouais, toi, c'est la tête la première et le Cornes, reste, je on les verra cache sous la après, hein. casquette, là. Tu vois. Après, moi, j'ai aussi ce côté où on pense que je suis hyper extraverti, extravagant, etc. Alors que je suis quand même quelqu'un de très timide, réservé. Mhm. Mais c'est vrai que le fait que j'étais au Mexique et que je connaissais personne de base, ça m'a un peu vraiment fait sortir de ce problème, si je peux dire, en tout cas, de ce un peu malaise en public et tout ça. Et là, vraiment, j'en avais un peu, mais voilà, rien à foutre, tu vois. Donc, je faisais mes trucs, je les postais et ça m'avait déjà un petit peu habitué au fait de me dire que les gens qui voient mes vidéos virtuellement sur Internet, ils sont pas là en vrai, donc ça passe, tu vois. Et encore aujourd'hui, bon, aujourd'hui avec une ampleur un peu plus grande, mais je me dis au pire du pire, si ça floppe et que c'est nul, etc., au pire, on me voit pas en vrai, donc ça va, tu vois. Franchement, je pense que c'est ce qui m'a permis de passer le cap de la timidité, en fait, tout simplement. Après, encore aujourd'hui, quand je rencontre des gens en vrai, je suis timide, tu vois. Mais je me rappelle les toutes premières, enfin, tout début des vidéos, tu commençais à percer déjà les gens qui venaient. Et puis alors, j'ai vu aussi, avec le temps, au fur et à mesure, vraiment l'intensité avec laquelle ils venaient, l'engouement de dire putain, je croise Vidal dans la rue, c'est trop bien, quoi. Dinguerie. C'est vrai que souvent, je sais pas trop Oui, tu sais pas quoi faire, quoi c'est leur trop dire. mignon. Ouais, c'est ça. Je suis en mode. Mais ça va, aujourd'hui, j'arrive à combler un peu. Je suis là, les gars, ça va. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous habitez ici et tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, surtout au début, c'était chaud. Franchement, j'étais là, même. Je voulais pas, en fait. Tu vois, c'était un truc où j'étais ultra gêné, ultra timide. Mais en même temps, je kiffais. C'est pas un truc que j'aimais pas, tu vois. C'était genre, je savais pas trop où me placer. Et c'est quoi qui ont été les astuces aussi avec le temps qui ont fait que
tu as réussi justement à développer ce truc en te disant, ok, ben ça va en fait. Bah, je pense que c'est déjà de voir que, contrairement à tout ce que je pensais, tout le monde ne détestait pas ce que je faisais, tu vois, quand je voyais les réactions de certains jeunes et tout ça qui venaient me voir et qui aimaient bien finalement ce que je faisais, à l'époque les GTA de Bruxelles, etc. Incroyable. Ben, merci. D'ailleurs, il faudrait en refaire. Oui, Mais, mais du coup, quand je voyais que finalement, il y a quand même des gens qui aiment bien, je me suis dit, bon, bah, je me mets peut-être la pression pour rien. Et c'est vrai que j'ai souvent eu ce côté un peu de voir le verre à moitié vide et de me dire que, au final, je suis assez pessimiste, je vais échouer, tout ça. Au final, non, il y a des gens qui aiment pas, mais il y a aussi quand même des gens qui aiment bien. Et donc, ça m'a un peu redonné un boost de confiance en moi, tout simplement. J'ai toujours tout fait solo, tu vois. Tout le temps, j'ai tout le temps été... Tu vois, genre, il y a des gens qui commencent en groupe, qui créent des trucs ensemble, ça. Et c'est vrai que moi, je me suis tout le temps lancé solo dans tous les trucs, tout le temps, depuis le départ, que ce soit les premières vidéos sur Facebook à l'ancienne, mes courts-métrages, mes TikTok, tout a été fait vraiment fait maison, tu vois. Et donc, Ah oui, clairement. d'office, il y a ce côté où tu te dis, t'es seul, donc c'est risqué, tu vois. C'est risqué, est-ce que ça va être validé, tu vois. Il y a l'effet de masse aussi, où forcément, dans des groupes, si certains n'aiment pas, ben, ils vont finalement tous se dire qu'ils aiment pas, tu vois, alors que s'il y a toute une salle qui t'applaudit, bah, même ceux qui aiment pas vont quand même t'applaudir. Donc il y a cet effet-là aussi où je me dis, vu que je suis tout le temps solo, en tout cas dès le départ, dans le cœur des projets, ben, il y a le risque que les gens me voient en mode ah, regardez-le, lui, tu vois. Est-ce qu'il y a un syndrome de l'imposteur qui s'est souvent joué? Ça dépend ce que tu appelles par syndrome de l'imposteur. Et il y a peut-être le côté aussi où j'ai toujours voulu me prouver à moi-même que je pouvais aussi le faire seul et pas... Et sans besoin d'aide. Après, évidemment, aujourd'hui, Rien ne se fait voilà, seul. Non, c'est impossible de faire seul. Mais c'est vrai que j'aime bien être au cœur et à l'initiation des projets, tu vois. Typiquement, mes courts-métrages, évidemment que c'est infaisable solo, mais l'idée vient de moi, le scénario vient de moi, etc. Après, heureusement, il y a une équipe technique incroyable autour, parce que sinon, tu peux pas vivre toute ta vie tout seul, tu vois. Non, bah non. Mais voilà, j'aime bien, d'un certain côté, me prouver que, même sans études de cinéma, même sans truc, il y a moyen de faire des trucs quali quand même, tu vois. Pourquoi cette volonté de se prouver que tu peux le faire tout seul? Ça vient d'où, ça, tu penses? Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, je pense que... En fait, j'ai toujours été entouré de fous, tu vois, genre, j'ai toujours eu plein d'amis, ma famille, ce que tu veux, mais en termes de création artistique, je me suis pas spécialement souvent senti validé par mon entourage. Et bizarrement, on va dire que l'effet inverse, donc le revers de la médaille, c'est que la plupart du temps, je pourrais dire plus de 80% du temps, que certaines de mes créations sont validées, c'est que par des gens que je connais pas, par des inconnus, par des gens russes sur les réseaux, lourd ce que tu fais, tout ça, mais par des amis proches ou par ma famille, en toute honnêteté, en toute transparence, ça n'a jamais été ça qui m'a fait avancer, tu vois. Et donc, est-ce que c'est pour leur prouver à eux ou pour me prouver à moi-même que je peux quand même le faire? Peut-être, franchement, tu vois, ça, c'est une question que je me suis souvent posée, donc merci de me la poser. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je compare, on se compare de toute façon tout le temps, tu vois, à d'autres réalisateurs ou à des acteurs ou quoi, qui sont vraiment poussés par leur entourage, qui sont même dans des milieux qui les poussent vraiment à réussir. Moi, je ne me sens pas comme ça, tu vois. Voilà, moi, mes amis les plus proches, mes meilleurs amis, ils sont là pour moi, ils sont là à mes anniversaires, ils sont là pour le Nouvel An, on se voit tous les jours, on passe des meilleurs moments, les moments les plus inoubliables de toute ma vie. Mais dès lors qu'il s'agit en tout cas de ce qui, moi, me paraît le plus concret dans ma vie, à savoir tout simplement la création d'œuvres artistiques, que ce soit d'ailleurs même le dessin, hein, moi j'ai toujours, en fait, tout ce qui est artistique, c'est ce qui me fait le plus vivre. Oui, c'est vrai, tu dessines super bien, c'est voilà. vrai. Et ben là, il n'y a plus personne, entre guillemets. Donc, c'est vrai que je me retrouve tout le temps, c'est pour ça que je disais, je suis tout le temps seul, mais tout le temps accompagné aussi. Donc, en fait, ça dépend de l'environnement. J'ai souvent eu aussi l'impression que mon entourage n'aimait pas ce que je faisais, tu vois. Et c'est pas grave. Moi, de toute façon, je me suis fait l'idée, je peux pas plaire à tout le monde. Donc, si le prix à payer, c'est de ne pas plaire à son entourage, c'est pas grave. Moi, comme tu l'as dit, moi je suis acharné, je continuerai tout seul, quoi qu'il en coûte. Mais c'est vrai que j'ai des fois été déçu de me dire, tu vois, l'un ou l'autre projet qui me tenait tellement à cœur, et au final, je remarque que la plupart des gens qui me soutiennent sont des inconnus. Voilà, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, c'est un peu... C'est bizarre, en fait, je comprenais pas. Et au final, je me suis juste dit, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et voilà, si ça plaît pas à mes potes, si ça plaît pas à ma famille, c'est pareil, c'est comme ça. Au final, la réussite, c'est hyper subjectif. Moi, je les soutiens dans leur réussite à eux, tu vois. Et ici, puisqu'il s'agit d'une création artistique, tu vois, une vidéo, au final, oui, l'art, c'est l'art. C'est de l'art. Là, j'ai l'impression qu'il s'agit plus de goût, tu vois. Ok. Moi, voilà, au final...
on se soutient tous et toutes dans ce qu'on aime faire. Donc, c'est vrai que je me sens pas je me sens pas supérieur à eux d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est vrai que je comprends pas trop le principe de jalousie. Voilà, moi, je me vois pas du tout meilleur que ma famille ou mes potes. Au contraire, on est tous ensemble. Donc, j'en déduis que si, voilà, souvent je suis seul dans ce genre de projet, ou en tout cas avec des gens que je ne connais pas, c'est parce que, tout simplement, ça ne leur correspond Ça pas et leur c'est plaît pas pas. leur goût, quoi, tu vois. Si t'aimes pas ce que je fais, il y a aucun problème. Et c'est pas pour ça qu'on va pas être potes, au contraire. C'est ça. Je suis pas en train de dire que tout le monde doit aimer ce que je fais, ce serait bizarre, tu vois. C'est impossible. Ton amour du cinéma, bah, du coup là on va y venir, parce que tu as quand même réalisé 2 courts-métrages que j'ai adorés, toujours avec des thématiques qui sont du quotidien et qui nous font flipper sa race, franchement. Ouais. Mais c'est très science-fiction, enfin, tu mélanges un peu ce qui nous arrive dans le quotidien, un peu à la House of Cards, assez sympathique. Tu en as réalisé 2, Ouais. mais ton amour du cinéma, il vient pas de nulle part. Ah, On va pas se je mentir. vois venir. Tu as grandi, dans le cinéma avec tes parents, notamment aussi ta maman. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que fait ta maman et ce qu'elle a réalisé elle-même et comment ça t'a impacté aussi? Ouais. Ben, ma mère, elle est réalisatrice, du coup. Mon père, il est plus dans le journalisme, mais il a aussi déjà réalisé des documentaires, pardon. Donc, Mhm. mon père a déjà réalisé des documentaires. Ma mère a réalisé beaucoup de documentaires, mais là, elle en est à sa 2e fiction, donc des longs métrages, tout simplement. Elle en a déjà réalisé un qui est allé à Cannes aussi, donc big up maman, en 2018. Seul à mon mariage, ça s'appelle. Et là, elle est sur son 2e long métrage qui est en cours de post-production, tout simplement. Donc, Waouh. actuellement, au Canada, en train de faire le mixage son de son film. C'est incroyable. Voilà. Donc, forcément, inconsciemment ou indirectement, si on peut dire, comme tu l'as dit, est-ce que j'ai été plongé dedans comme Obélix dès la naissance dans la marmite? I don't know. Franchement, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'on a des styles et des goûts assez différents. De nouveau, tu vois, elle fait. En fait, ça a toujours été en mode, elle fait ses trucs, moi je fais un peu mes trucs, et puis on se retrouve de temps en temps et on nous montre un peu vite fait. Mais c'est vrai que on n'a pas du tout les mêmes styles. Pour autant, on est tous les deux dans la création artistique du cinéma, audiovisuel, tout ça. Donc c'est vrai que on a ce point en commun là. Et est-ce que dès mon plus jeune âge, j'ai été impressionné par ça? Sûrement que oui, son côté indépendante, de femme indépendante, ça m'a souvent motivé. Donc ça, c'est sûr. Et puis mon père, pareil, même si lui, c'est plus du côté du journalisme, il a toujours été sur le terrain, terre à terre, on y va, on fonce. Il a vécu 3 ans en Afghanistan, il a fait des ouais. reportages, ouais, il a vécu en Russie, en Tchétchénie, enfin, des reportages partout. Donc il y a aussi ce côté où, même si c'est pas de la fiction, ça reste quand même, on va dire, de l'aventure, tout simplement. Oui, c'est ça, aventurier, ouais. Ouais, en fait, c'est des vies d'indépendants. Moi, mes 2 parents sont indépendants, je le suis aussi. Mais voilà, j'irai pas jusqu'à dire que c'est héréditaire, mais bon, on est tous plus ou moins impactés par ses parents, qu'on le veuille ou non. Hein, Ah, complètement. donc ça, c'est... ouais, non, ça, franchement, ça, c'est sûr, je pense. Au niveau film, etc., est-ce que quand même il y avait des rituels que vous aviez avec vos parents ou avec ta maman ou avec ton papa qui étaient en lien avec ça? Ah ouais, moi, mon père, il me montrait... C'est mon père qui m'a fait découvrir mes films peut-être même encore préférés jusqu'à ce jour, tu vois, et sur cassette à l'époque. Hein. Ah bah oui. Cassette, hein. Et que tu Ah ouais. rebobines, À tu- fond, ouais, moi, tous les Star Wars, tous les Terminator, Conan le barbare, enfin tous les films à l'ancienne, c'était sur cassette de base, et ça c'est mon père qui me les a montrés. Pareil, il m'a montré aussi les documentaires qu'il a pu faire, donc ouais, dès mon plus jeune âge, si je peux dire, et lui il y allait pas de main morte, hein, il me montrait franchement des films même violents, si on peut dire, tu vois, Conan, en gros, pour ceux qui savent je pas, connais. en gros, c'est avec Arnold Schwarzenegger. Ok. Et donc, franchement, c'est des films assez violents, tu vois. Même les Blade Runner, enfin, vraiment à l'ancienne, hein, je te parle pas les remakes, tu vois, les premiers. Euh, voilà, tous les classiques, Matrix, bref, je vais pas tous les citer, mais en tout cas, il n'hésitait pas à nous plonger dedans, peu importe s'il y avait du sang, peu importe s'il y avait du sexe, peu importe s'il y avait de la violence, des insultes. Et est-ce que c'est une bonne méthode ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que du côté de mon père, j'ai été élevé à la... J'ai pas envie de dire à la dure, mais en mode à la tout-terrain, quoi, tu vois, genre en mode vas-y, regarde ça, moi j'ai bien aimé, même si c'était des films déconseillés aux moins de 16, voire 18 ans. Donc voilà, maintenant, ça a forgé un peu aussi mon esprit critique. C'est vrai que aujourd'hui, et ça je te le dis honnêtement, et franchement, je l'ai plus ou moins dit à personne, mais quand je vois un film, ça ne m'impactera jamais d'un point de vue émotionnel sur le moment même. Par exemple, un film d'horreur
me fait pas peur. Mais je kiffe les voir, hein, mais tu vois, mais je vais pas avoir peur, je vais pas me sentir mal même si je vois des têtes coupées ou des trucs comme ça, tu vois. Et est-ce que c'est parce que je voyais déjà du sang et tout ça quand j'étais petit, peut-être, tu vois. J'avais 5 ans, j'étais un guerrier. Ah ouais, moi je suis forgé, hein, franchement, des films méga violents et tout ça. Je vais pas dire que ça me fait rien parce que j'aime bien les voir, mais je vais plus voir le côté créatif, le côté scénario et tout ça, plus que le côté ça, c'est dégueulasse, tout ça. Genre, en fait, je sais que c'est un film, donc en fait, j'ai un côté très très rationnel, tu vois. Donc voilà, tu me montres un film avec de la violence, je vais pas être impacté émotionnellement par cette violence, mais plus par l'histoire qu'il y a derrière, le scénario, etc. Quoi. Oui, tu le vois d'un côté professionnel plutôt qu'un côté Ouais. spectateur. Mais je fais même pas exprès, hein, je te jure. Oui, c'est Franchement, un même des automatisme. films qui font. Franchement, je te le dis, j'arrive pas à avoir peur devant un film d'horreur, tu vois. Genre, parce que je suis en mode, les gars, calmez-vous, c'est un film, tu vois. Par contre, mais c'est mon genre préféré pourtant. Ah Les ouais films d'horreur, science-fiction, film d'horreur, c'est franchement, même si je peux dire fantastique de façon plus générale. Enfin, l'un n'inclut pas l'autre, mais je veux dire, j'adore ces genres-là. Pour autant, un film d'horreur, j'arrive pas à avoir peur devant, tu vois. Bah, t'as de la chance parce que moi je t'explique, moi jamais de la vie tu m'amènes voir un film. Ouais, d'horreur. mais parce que je vois plus voilà, le côté un petit peu technique derrière. Je Oui, me c'est dis, ça. comment ils ont fait ces effets spéciaux et tout cela. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais, parce que des fois, limite, j'ai l'impression de pas profiter devant un film en me disant, ah ouais, je sais comment ils ont fait cette. Est-ce que tu arrives à rentrer dans l'histoire Ouais, quand même, quand même. Mais malgré tout, tu arrives à dire aussi, je rentre dans l'histoire, mais il y a le côté tout. Mais je suis plus détaillé, critique, on va dire. ouais. Je suis plus critique, ouais. C'est vrai que quand des potes ou quoi ils montent des films, je me dis, ouais, les gars, c'est pas un bon film, tu vois. Alors que pour le spectateur, ça l'est peut-être. Ça dépend pour quel spectateur, ouais. Oui, ça aussi. Mais Mais c'est je vrai sais que que je toi, suis tu as un plus côté critique, plus. Ouais. Mais tu dis, ça m'impacte pas directement. Est-ce qu'il y a des films qui ne t'ont pas impacté directement, mais que, genre, quelques temps plus tard, ça a eu un impact émotionnel? Ouais, franchement, bah ouais, il y en a quand même pas mal. Bon, déjà, des films qui rappellent l'enfance, ça, je pense que c'est commun à tout le monde. Tu vois, les premiers films que tu as vus de ta vie, et de nouveau, si je reparle des cassettes et tout ça, ben, ça fait quelque chose, quoi, tu vois. Même si de base, c'est peut-être pas des films que tu te dis de ouf, tu les revois, tu te dis, ah, c'est mal fait ou quoi, mais d'office, en les revoyant, ça va te replonger dans ton enfance. Donc, voilà, il y a tous les films que j'ai cités au début, tu vois, moi, je reviens sur les Star Wars, mais honnêtement, je pense que c'est les premiers films que j'ai vus de ma vie, avec les Harry Potter. Les Harry Potter en cassette aussi, les premiers Harry Potter, je les ai vus quand j'étais... Le Harry Potter 2 est sorti en 2006, si je dis pas de bêtises, et j'étais début primaire, maternelle primaire, donc c'est des films, voilà, je sais que c'est pas des films, s'ils étaient sortis aujourd'hui, j'aurais pas kiffé à ce point-là, mais bien sûr que tu me remets Harry Potter 2 aujourd'hui, ou même le 1, je vais être là en mode, ah ouais, mais... Je me rappelle encore le jour où j'ai vu Harry Potter 1 pour la première fois de ma vie sur cassette. On était en classe, on était tous assis par terre, et on regardait sur les grosses télés. Qui ramenait avec Ouais, bien les sûr. roulettes. Ouais, je devais avoir 9 ans, tu vois. Donc, voilà, ça rêvait des trucs comme moi. Et puis sinon, des films plus récents comme Interstellar, qui de A à Z me font, voilà, péter des câbles. Voilà. C'est tout ce que t'aimes, toi. Hein. C'est tout ce que j'aime, hein, évidemment. Interstellar ou même dans d'autres catégories, par exemple le Joker, ça c'est des films qui, en fait, émotionnellement très très compliqués, tu vois, liés à la famille. C'est mindfucked, hein. Ouais, ça fait mal, hein, mais moi c'est ce que je kiffe, tu vois. Justement, quand au plus un film te détruit, je trouve, au plus il t'a impacté, en bien ou en mal, pour moi au plus il est réussi, tu vois. De nos jours, de plus en plus, hein, même en 2024, à tous les niveaux, surtout audiovisuels, on essaye de dédramatiser et de justement essayer de un petit peu lisser la vie générale du public. Par exemple, il y a certaines thématiques dont on va plus pouvoir parler, on va essayer de ne plus choquer personne et tout ça. Moi, je trouve qu'au contraire, évidemment en respectant certaines limites, mais choquer le public lorsque c'est fait en bonne et due forme, pour moi, c'est une bonne chose si on parle du cinéma, tu vois. Donc moi, dans mes films, par exemple dans mon deuxième, j'ai pas hésité à mettre des images qui choquent pour, évidemment, si ça impacte et si ça nourrit le message, tu vois. Si c'est juste choquer pour choquer, en mode on coupe une tête, ça sert à rien. Mais par exemple, sans spoiler, dans mon deuxième film, on voit à un moment donné quelqu'un boire son urine, sa propre urine. C'est logique et c'est cohérent pour le scénario puisque on est dans un monde où les gens n'ont plus d'eau potable. Mais ça, je trouve que ça manque un peu dans les films de nos jours. On essaye justement de avoir un avis général qui est le même pour tout le monde, qui ne choque pas, qui est assez doux et tout ça. Et voilà, j'essaye de venir aussi, comme tu l'as très bien dit, et comme d'ailleurs dans les films Interstellar que j'ai mentionné, qui pour moi est ultra choquant. D'ailleurs, les gens qui ont bien compris le message du film comprendront que c'est un film hyper choquant, d'un point de vue émotionnel surtout. Pour moi, c'est ce qui manque, tu vois, certaines fois dans certaines œuvres audiovisuelles. Et c'est ce que j'essaye, à mon échelle, de remettre aussi au goût du jour, tu vois.
que ce soit par exemple dans Déconnecté, ben là, c'est en fait le fait qu'on vive finalement tout dans un monde virtuel et que plus rien ne se passe dans notre réalité. Les messages de mes 2 courts-métrages actuellement, et à mon avis ce sera comme ça même pour les prochains, c'est que j'essaye de choquer pour peut-être prévenir, faire une sorte de prévention aussi en disant les gars, si vous voulez pas qu'on en arrive à là, d'ailleurs je pense qu'on y est quasi déjà, eh ben peut-être essayons de changer les choses aussi dans notre société, tout ça. Donc c'est pas des films qui choquent juste pour choquer les gens, tu vois. Ça existe aussi, c'est ce qu'on appelle le trash ou les trucs, et ça j'aime pas, tu vois. Mais s'il y a un vrai message derrière, pour moi justement, je trouve que c'est bien des fois de mettre mal à l'aise aussi le spectateur, les gens qui voient justement ton œuvre et qui vont pas ressortir indifférents de la salle. Au niveau du schéma familial et de la dynamique par rapport à son travail, comment est-ce que vous avez vécu ça en tant qu'enfant et est-ce que vous avez déjà participé en tant qu'enfant aussi à des tournages ? Franchement, je suis super content que pour la première fois de ma vie, et pourtant, j'avais déjà proposé souvent, mais j'ai pu participer, alors en tant que figuration, on me verra quasi même pas à l'image, mais au tournage de ma mère, tu vois. Donc j'ai assisté à une seule journée de tournage d'un film de ma mère, et c'était il y a pas longtemps justement pour son film qui va sortir d'ailleurs en septembre-octobre. Et donc j'ai pu être figurant sur le plateau de tournage lors d'une journée. Et franchement, c'était hyper impressionnant aussi de voir, de me dire ah ben c'est ma daronne, oui. Et de voir que justement le glow-up de ouf, l'équipe technique de malade et tout ça. Donc ouais, j'ai pu participer une fois, mais c'est vrai que de nouveau, que ce soit dans la famille ou même avec mes potes de façon générale, ça revient à ce que je disais au début, c'est qu'on est tous très solo, tu vois, très solitaires, tu vois. Ma mère elle fait ses bails, mon père il fait ses trucs, et évidemment on se tient au courant, on se montre les trucs, mais c'est vrai qu'on est tous et toutes impressionnés les uns des autres, mais on a rarement des projets qu'on met en commun, tu vois. Et c'est peut-être de là aussi où je tiens ce truc où je me dis, bon, ben, voilà, ils font chacun leur truc, il n'y en a aucun des deux qui a peur de l'échec, ils font leur truc, bon, bah, tu sais quoi, je vais faire pareil, et voilà. Mais pour le coup, là, ces derniers temps, on s'est un peu plus rapprochés, moi et ma mère, et du coup, j'ai pu participer rapidement, et plus même observer l'un de ces tournages. Et franchement, c'est inspirant, parce que je me dis, bon, ben, un jour... comme la daronne, on va... Bah, c'est le but. Ouais, c'est ça, c'est le but, ouais, bien sûr. Donc, non, franchement, en fait, maintenant que tu le dis, tu vois, j'y avais peut-être même pas pensé, mais voilà, je découvre des trucs aussi en plein tournage, mais peut-être qu'on a chacun dans notre famille, et en vrai, ma soeur, pareil, même si elle est pas du tout dans le même milieu. Ah, elle fait pas du tout ça ? Non, elle est en mode économie, Solvay, tout ça, donc rien à voir. Oui, rien à voir. Alors, rien à voir, mais malgré tout, voilà, elle a ses trucs, ma mère, elle a ses trucs, mon père, elle a ses trucs, on est tous les 4 comme ça, et puis de temps en temps, on se montre vite fait... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de gros partage. Ça, je vais même pas mentir, je vais pas faire semblant. Ils nous ont toujours laissé faire ce qu'on voulait. Et c'est peut-être de là aussi où est né justement ce côté où on a très rapidement été chacun autonome. Très autonome et très solitaire aussi. Hein. Franchement, très solitaire. Ouais. Puis même au-delà juste de se gérer en mode se faire à manger, se faire des pâtes quand les parents sont pas là, c'était plus aussi de se dire, bon, les parents sont à ce point-là aventuriers, autonomes et tout ça, qu'est-ce que moi... je vais bien vouloir faire plus tard. Moi, quand j'étais tout petit, je voulais être pilote d'avion, hein, de base. C'est vrai ? Ouais. De base. Moi, je te parle quand j'étais en primaire, maternelle. À l'époque de Harry Potter 1, tu vois, justement. Ah le rapport, le balai, on ne sait pas. Exactement. Le vol. Mais, et puis, ça a vite changé en me disant... ah, mais en fait, être vraiment à son compte, indépendant, ça peut être stylé. Bah, du coup, on va faire un petit fast-forward à donc ce moment où tu commences l'IEX. Pour moi, l'IEX, c'était les vacances. Ça m'a énormément appris sur le plan humain. Honnêtement, pour être honnête, la théorie que j'ai pu apprendre à l'IEX, je l'ai plus appris par moi-même. Tu vois, de ce que je fais aujourd'hui, des stratégies que je mets en place, marketing, etc., c'est des trucs que j'ai appris sur le terrain. Par contre, l'IEX m'a énormément donné de contacts. Ça m'a permis d'aller 6 mois au Mexique en Erasmus. Donc, j'ai kiffé l'IEX, mais c'est pas les cours qui m'ont vraiment forgé à l'IEX. Et c'est vrai que quand je dis ça aux gens, même les gens qui sont à l'IEX, ils me disent « Oui, mais on a raté, tout ça, c'est hyper compliqué. » Voilà, moi, je suis pas de cet avis-là et je préfère être tout à fait transparent à ce sujet-là. J'ai jamais menti. Moi, j'ai jamais menti au sujet de l'IEX. J'ai jamais galéré, mais pas une seule seconde à l'IEX. Tout est passé comme ça. Mais en étudiant, évidemment, pas par surprise. Mais comme tu l'as dit, l'IEX, franchement... je vois pas quelle autre étude j'aurais pu faire, en vrai. J'ai fini donc les études secondaires en réto, j'ai été diplômé en réto, et je me suis d'abord inscrit en sciences sociales, en assistance sociale, parce que justement, j'ai toujours été côté très humain, toi. Hein. Côté humain, assistance sociale, et j'ai pas du tout aimé, et je savais du coup pas du tout quoi faire. Et par hasard, il y a un ami de l'époque qui m'avait envoyé un SMS, mais par hasard, en me disant « Frérot, là, je suis en train de faire des études, je viens de m'inscrire dans une école qui est proche de la Grand Place où il y a des gaufres à 1 euro. »
C'était l'époque où c'était 1 euro encore, les gaufres de la Grand Place. Ça date, ça. Et- C'est 3 balles maintenant. Exactement. C'était en 2015. Hein. Et on a des cours de photographie. Franchement, ça a l'air chill. Il m'a même pas dit ce que c'était l'IEX. J'ai dit, OK, je viens m'inscrire. Et en vrai, de vrai, moi, pour être vraiment transparent, parce que ça sert à rien de faire semblant en mode, ouais, je me suis inscrit à l'IEX parce que j'avais prévu. Non, je suis allé au hasard. En vrai, de vrai, je suis allé au hasard parce que je savais que j'avais un pote là et qu'il y avait des gaufres. Franchement, c'est ça. Hein. Comment choisir sa vie? Bah écoutez, s'il y a des gaufres pas loin et que t'as un pote, en général, ça se tourne. Après, moi, je crois un peu au karma, à la au destinée. destin. Ouais. Donc, en vrai, de vrai, ça, c'est la forme, mais le fond, pour moi, il était tracé. Et Ouais. je suis allé à l'IEX, et dès que j'ai mis un pied dans cette école, je me suis dit, OK, lourd. Et donc, je suis resté directement. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais jamais, au grand jamais, jusqu'à la dernière seconde, j'avais prévu de faire de la vidéo. Je savais même pas ce que c'était une caméra. Franchement, je suis allé à l'IEX comme ça. J'ai kiffé l'ambiance, j'ai kiffé plus ou moins les cours. J'ai kiffé les gens qui avaient là-bas. Je me suis fait juste plein de potes. De ouf. J'ai kiffé les soirées aussi, pour être honnête. Ça a beaucoup joué. Et c'est ça qui a fait que finalement j'ai fini l'IEX. Et en fait, même l'activité que j'ai actuelle est venue par après, par hasard, d'une certaine façon. Je me dis toujours, si plus tard j'en suis au niveau où je suis aujourd'hui, c'est que j'ai foiré. Tu vois. Parce que ça veut dire que j'ai pas évolué. Moi, je vois toujours la vie en mode c'est une pente qui monte. Tu vois. Et je me souhaite toujours de trouver nul ce que je fais aujourd'hui, mais dans le futur. Parce que ça voudra dire que alors à ce moment-là, j'aurais évolué. Tu vois. C'est un peu des mentalités, je suis un peu what the fuck hein, des fois, mais Non, mais après, je vois l'idée, en fait. C'est toujours te dire, j'évolue Mais oui, et j'avance et je suis de mieux en mieux. parce et donc, qu'à l'époque, quand on ouais, faisait le court-métrage, on on se croyait que sentait c'était plus, ouf. tu vois. On se sentait plus du tout, tu vois. On croyait que c'était des trucs de ouf. À l'époque, quand je faisais mes vlogs au Mexique, moi, je me sentais le king. Alors que aujourd'hui, quand je regarde, c'est explosé, tu vois. Et franchement, le plus grand souhait que j'ai pour moi, c'est de me dire que dans 10 ans, je trouverais que mes courts-métrages actuels, ils sont explosés au salon. C'est assez fou parce que tu as démarré du coup avec les Vines, t'en as fait plusieurs, Ah ouais, à fond. t'étais encore à l'IEX à ce moment-là, puis t'as aussi eu Fun Radio dans l'émission de Davy, Ouais. où tu faisais Tu me rappelles des trucs, tu des vois. freestyles. Je pense que si je devais, parce que c'est vrai que là, on parle de plein de trucs et ça a l'air assez brouillon, mais au final, il y a quand même un truc qui regroupe tout ça, si je peux dire. Et encore aujourd'hui, il y a un fil conducteur dès le départ qui n'a jamais bougé, c'est le storytelling. J'ai C'est ça. toujours kiffé, que ce soit par le dessin, la musique, les courts-métrages, les vines, ce que tu veux, même juste parler, raconter des choses, raconter des histoires, des blagues, etc. Donc, c'est vrai que je suis aussi passé par la radio, j'ai aussi fait des clips de rap, des trucs humoristiques, des trucs. Et en fait, à chaque fois, il y a un lien commun, c'est le fait de raconter des histoires, en fait, le storytelling. Et pour moi, c'est ce qui fait que, justement, c'est ce qui fait que tu évolues au fil du temps. Tu vois, est-ce que tu arrives à mieux raconter des histoires qu'avant? C'est ça aussi qui fait que les gens vont être impactés ou pas par ton message. Et qu'un film est bon ou pas d'ailleurs. Est-ce que le message, est-ce que l'histoire est bonne, mais aussi est-ce que c'est bien raconté, tu vois. Maintenant, quand on regarde évidemment la forme et le fond de nos anciens trucs, voilà, on trouve que le storytelling est mauvais, mais ce n'est que grâce à ça, et ça, franchement, je le dirai jamais assez. Pour moi, en tout cas, hein, il y a des gens qui n'assumeront jamais l'échec. Mais pour moi, ce n'est que via les critiques, les remarques et tout ça, tant que c'est constructif, que justement, je peux améliorer mon storytelling. Tu vois. Moi, mon goal, c'est d'avoir un aussi bon storytelling, aussi rapide que ChatGPT un jour. Et ils sont très très forts. Ils sont très, Non, très franchement, imbattable. C'est pour ça que c'est une IA, mais sujet de mon prochain court-métrage. Voilà, hop là. Ok. Allez, c'est bon, on se finit. C'est parti. On va arriver à ce moment-là. Ok, je spoil rien. Et tu commences aussi à avoir des contrats avec une société qui est dans les luminaires. Mais tu me rappelles des trucs de ouf, hein. Mais je sais pas parce que j'étais là. Et comme je suis chaque C'est fois vrai. là, ça m'aide aussi. En fait, je crois que c'est son podcast le plus simple à réaliser de toute sa vie. Ah, complètement. Le Parce que je sujet fais est- partie de toute ta vie. Enfin, Non. d'une grosse partie, du moins. Shredder, ouais, ça c'était... C'est vrai qu'en y repensant, je me dis que c'est une dinguerie. Comment ça arrive sur ton chemin? Parce C'est un que truc de ouf. Shredder, c'était comme un vrai Dell. T'as fait combien? 20 villes d'Europe? Ouais. En gros, pour résumer le truc, j'étais encore étudiant à l'époque et je vois une annonce sur Facebook. J'étais un gros fan de Facebook, hein, on l'aura compris, je pense. Je vois une annonce sur Facebook qui a l'air ultra fake. Tu vois, les trucs en mode où il est écrit en grand « Dream job, c'est maintenant ou jamais, devenez l'étudiant le mieux rémunéré avec le meilleur job du monde. » Tu vois. Je vois ce truc avec une image tout droit tirée de... On aurait dit ChatGPT à l'époque, tu vois. Vraiment, genre un truc éclaté. Je vois ce truc, je fais « Allez. » Et de nouveau, pour moi, je crois au karma, mais les gars... Franchement, ceux qui n'y croient pas, quittez ce podcast direct. Non, qui t'es passé depuis le début, ça pas ou Ça, il quoi? faut le watch time jusqu'au bout. Merci. Je vois cette annonce et je me dis, attends, tu sais quoi? Why not? De nouveau, je me dis toujours ce côté, au pire, j'échoue, tu vois. Non, mais toi, t'es le meilleur. Donc toi, tu te dis, c'est un scam.
Mais Ouais, ouais. why not? Moi, je voyais ce truc en mode c'est un scam. Mais tu sais quoi, je vais quand même lire les conditions, machin. Et en fait, je lis le truc et le contrat proposait seulement aux étudiants. Donc, c'était un fucking job d'étudiant. C'était même pas... Ils recherchaient pas un interne, ils recherchaient un étudiant, tu vois. En mode, pour faire le tour d'Europe. Donc, c'était 16 villes dans 14 pays différents. Donc, il y avait des fois où il y avait 2 villes dans le même pays. Pour tout simplement aller vlogger, donc faire ce que j'avais fait à l'époque au Mexique. C'était 1 an après le Mexique, en plus. Aller faire des vlogs dans ces villes-là et mettre en avant la ville. Et lorsqu'il y a des lumières la nuit, puisque eux, justement, ils faisaient de l'éclairage extérieur, tu vois. Donc, par exemple, les lumières de la Grand Place, c'est eux qui les font, tu vois. Donc, Bruxelles faisait partie des villes en question, mais il y avait aussi Budapest, Valence, Barcelone, enfin voilà, il y avait plein de villes en Europe, tu vois. Et en gros, ils voulaient envoyer un étudiant pendant 60 jours, donc 2 mois en enchaînade, en Europe pour justement vlogger tout ça. Et je me dis, les gars, no way que c'est un truc qui passe, d'autant plus que la date pour envoyer son CV était périmée déjà. Donc c'était une vieille annonce, tu vois. Ouais. Moi je tombe sur le truc, donc non seulement ça a l'air fake, c'est une vieille annonce. J'ai envoyé, j'ai été pris. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu fou, hein. goal de fou. Je me suis dit, what? En vrai de vrai, ça s'est passé et je me dis, je pense que c'est là où je me suis dit, ok, preuve ultime que c'est un peu bateau de le dire, mais qui ne tente rien n'a jamais rien, tu vois. Parce que là, en montrant cet exemple, tout le monde aurait pu me dire, frérot, non seulement c'est impossible, il y aura trop de gens qui vont participer. Deuxièmement, l'annonce est déjà passée. Et troisièmement, ça a l'air fake et tout ça. Et ben, les 3 trucs, j'ai réussi à les contrer en disant, bah, tu sais quoi, je vais quand même tenter le truc. Ça m'a coûté quelques heures de travail, de mise en page, mise en papier, machin. Et au final, ils m'ont quand même pris. Donc, Et t'étais, franchement, ah, j'étais bien. Hein. ils t'ont mis bien. Déjà, nous, moi, je me rappelle, je suis venue avec toi à Madrid. Oui, c'est vrai. On a fait Madrid ensemble parce que tu pouvais chaque fois prendre quelqu'un avec toi. Du coup, hop, on s'est dit. Je pouvais rincer un pote à chaque fois en plus. C'est ça donc, le pire. Ouais. T'étais payé. T'avais tout qui était payé. En plus, t'avais ta bouffe qui était payée, bien sûr, ton logement, ton taf. Ouais. Par contre, tu devais vraiment, tu t'as fait blinder parce que tu devais faire les montages tout le temps. C'est vrai que c'est galère. À la suite. Ouais. Tu devais les faire à la suite. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a kiffé Madrid? On avait fait un vlog d'ailleurs là-dessus qui était très très chouette. C'était trop bien. On avait bien kiffé. Mais du coup, c'est aussi première grosse expérience finalement rémunérée dans la création de contenu pour toi. Ah, première. Bien avant TikTok, ça on est des. Ah oui, c'était bien avant, 2019. Bien avant, enfin un bien an avant. Un an avant, mais quand même. En fait. Ouais, c'est vrai que c'était 1 an avant. Mais ça, c'était la première fois que justement je mettais le pied un peu en me disant, ok, il y a quand même moyen de monétiser une passion. Et ça, c'est un sujet qui est souvent trop méconnu des gens, tu vois. On pense souvent que c'est 2 choses qui sont séparées, alors que je dis souvent, mais les gars, essayons de mettre ça ensemble. C'est pas facile, hein, mais tu vois, pourquoi ne pas lier la passion à tout simplement ton mode de vie, à de l'argent? Et c'est la première fois que j'en ai eu la preuve. Et c'est aussi la première fois où j'ai eu la preuve que qui ne tente rien n'a rien, parce que de nouveau, tous les paramètres étaient réunis pour que ça ne passe jamais, en fait. Voilà. Et il se passe quoi entre, du coup, ce moment-là et TikTok? Parce que oui, entre-temps, certes, il y a le Covid, mais... Il y a le Covid juste après, c'est vrai. Mais en fait, il y a le Covid, quoi, quelques temps plus tard. J'ai trop chaté, ouais. Comment t'en arrives à TikTok? Ça, c'est la question, la question de ma vie, ça. Parce qu'au final, Shredder m'a beaucoup appris, mais c'est pas ça qui a changé ma vie, si je peux dire. Parce qu'au final, Shredder m'a apporté énormément d'expérience, mais ça ne m'a apporté 0 visibilité. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle de l'UGC. Donc moi, j'ai fait du contenu qui a été créé pour eux, chez eux. Mais TikTok, à l'inverse, pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à faire voir au grand public, si je peux dire, tout ce que j'ai toujours fait, en fait. Quand je dis toujours, c'est depuis le Mexique. Quand je postais mes vlogs au Mexique, j'avais 5 vues, 1000 vues maximum. Ça, c'était un truc de ouf quand j'avais 1000 vues, tu vois. Et pour la première fois avec TikTok, je me suis rendu compte, là, c'est un game changer. Là, il y a moyen de non seulement avoir de la visibilité que je n'ai jamais eue, deuxièmement, avoir la liberté de, justement, pouvoir voyager et filmer et créer du contenu. Et troisièmement aussi, gagner sa vie. J'ai commencé TikTok de la même façon que j'ai commencé l'IX. Comme ça. Je te le dis. Moi, franchement, je fais pas semblant. J'avais 0 plan. Aucun plan. Ben, justement, je venais de finir l'IX. C'était l'année après que j'ai fini l'IX. C'était quoi ta première vidéo, tu t'en souviens? Ma première vidéo, je m'en souviens. Tu faisais des persos avant de faire même Samuel Le Draré, je pense. Franchement, s'il y a des gens courageux et qui sont chauds de descendre 10 000 vidéos en arrière jusqu'en 2020, force à vous. Je pense que ma première vidéo, c'est genre moi qui parle dans ma chambre en mode « Ouais les gars, un truc éclaté ». Mais rien que ça, je crois que j'avais eu genre 5000 vues, tu vois. Et je me suis dit... mais c'était l'époque où TikTok était en effervescence de ouf. Et honnêtement, t'avais de la visibilité de malade. Ouais, mais on l'a encore. Et c'est ça que les gens savent pas, c'est que TikTok reste encore aujourd'hui. Après, maintenant, les autres plateformes se sont
mises à jour, tu vois, Instagram avec les réels, YouTube avec les shorts, etc. Mais c'est vrai que TikTok était le premier à le faire. Ouais. Mais encore aujourd'hui, TikTok, c'est un changeur de vie, si je peux le dire, encore aujourd'hui pour des gens. Il n'y a qu'à voir des carrières qui ont été envoyées au ciel par TikTok, même récemment avec musicalement aussi. Hugo Hiller, donc c'est un danseur français qui maintenant il fait des feats avec Jason Derulo. Ah oui. Grâce à TikTok, hein, et uniquement grâce à TikTok. Donc, dire que aujourd'hui TikTok est un peu mort, etc., bon, c'est pas vrai. Mais là où c'est vrai, et ce que tu dis est vrai, c'est que à l'époque, quand je voyais que je faisais comme des stories Instagram, où juste je parlais et que je voyais que je faisais plus de vues que toute une année réunie sur YouTube, j'étais en mode, oh, ok, alors on va se poser 2 secondes, on va réfléchir un peu stratégie, un peu plus loin. Et donc de là est née effectivement toute ma stratégie que j'appelle stratégie de niche, qui est donc le fait de tout simplement mettre la communauté belge, bruxelloise au centre. Et la jeune communauté, surtout. Ouais. Maintenant, elle Elle a un peu vieilli, si je peux dire. Elle remonte jusqu'à 25, 30 ans grand maximum, ma communauté. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était des bébés presque, tu vois, qui sont toujours là. Mais c'est juste qu'avec certains contenus que je propose qui sont un peu plus matures, maintenant, ça s'est un peu élargi. Oui. Mais ma stratégie de niche a toujours été la même. Je ne la cache à personne. C'est que je mets au centre de presque tous mes contenus la communauté bruxelloise ou belge, ou en tout cas francophone de façon générale, parce que je touche un peu la France aussi, un peu moins. Mais voilà. Et en fait, ça a explosé à ce moment-là. Dès que j'ai compris ça, dès que j'ai compris que l'algorithme, contrairement à YouTube et les autres réseaux à l'époque, mettait justement en avant les cibles que tu voulais viser. Dès que j'ai compris ça, je me suis dit, ok, là, on peut essayer de faire quelque chose après l'IEX qui va me plaire. Et de là sont nés beaucoup de projets, beaucoup de, comme tu l'as dit, beaucoup de concepts au départ. Et puis s'en est suivi les GTA de Bruxelles qui, eux, m'ont fait encore un pas en plus avancer dans... Parce que ça, c'est une étape de montage aussi. Ouais. C'est une étape de scénar. Enfin, c'est différent. Storytelling. Là où Samuel Le Draré, par exemple, et on en a fait plusieurs. Très drôle. On a fait beaucoup de premiers dates, Vidal et moi, dans Samuel Le Draré. Mais c'est l'histoire de notre vie, ça. C'est l'histoire de notre vie. C'est le premier date. Tu as fait beaucoup de vidéos aussi qui sont en lien avec j'ai envie de te dire l'humanitaire, mais il y a même une vidéo, je me rappelle, qu'on avait faite avec des SDF. Oui, c'est vrai. On avait été dans les différents métros, on avait ramené à manger. C'est vrai, on avait fait une cagnotte. On avait fait une cagnotte pour justement un homme qui était SDF. Ouais. Et donc, t'essayes... Geoffrey. Et t'essayes toujours aussi d'amener ça. Maintenant, tu fais également des interviews de personnalités qui ont vécu des choses aussi pas faciles. Donc, tu as toujours ce côté très humain qui était là. Comment tu fais pour sortir de Samuel Le Draré? Parce que les gens pensaient que tu t'appelais Samuel quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois on m'appelait Samuel. Et sinon ils t'appellent Alex parce qu'ils pensent que ton prénom c'est Alex alors que c'est Vidal. C'est vrai que mon prénom au final est un blaze. Voilà. Je m'appelle Vidal et on me demande tu te créerais pas un blaze? Je dis les gars, en fait Vidal c'est... Déjà personne croit que c'est mon prénom. Oui, voilà. C'est suffisant, il n'y a pas besoin de... Tu vois. Mais donc comment t'as fait pour te dissocier à un moment donné de ces personnages pour pouvoir amener aussi ta patte avec une vraie envie de parler de sujets importants, tu vois, et garder ta communauté? Pour moi, la meilleure question ever, c'est une excellente question. C'est toute la thématique de comment rester à jour, comment se renouveler, mais surtout comment faire ce qu'on aime avant de faire ce que les autres veulent voir de toi. Y a beaucoup de gens qui, et je respecte ça, hein, d'ailleurs, c'est chacun sa stratégie, tu vois, mais qui vont faire du contenu parce qu'ils savent que ça va plaire aux autres, que ce soit des trends TikTok, que ce soit même des campagnes sponsorisées pour des marques, etc. Parce qu'ils savent que ça, ce sont des choses qui vont plaire à leur audience. Mais peut-être qu'à eux-mêmes, ça ne leur plaît pas, tu vois. À l'inverse, moi, j'ai préféré faire tout simplement le chemin inverse, de me dire que qu'est-ce que moi j'aime faire. Voilà, j'aime des fois faire des sketchs, j'aime des fois faire de la comédie, mais j'aime aussi mettre à profit la visibilité que j'ai pour certaines causes, tu vois. Je peux pas soutenir toutes les causes. D'ailleurs, ça, on me dit souvent, ouais, mais pourquoi tu parles pas de ça, Je dis, gars, voilà. Il y a un moment donné où je parle des causes qui, moi, me touchent, ou en tout cas que moi, j'ai envie de mettre en avant et et surtout que je connais, tu vois. Parce que pour parler d'une cause, il faut la connaître un minimum. Et donc, c'est vrai que tout ce qui touche de près ou de loin, de nouveau la Belgique ou Bruxelles, évidemment que je vais être impliqué dedans. Par exemple, j'ai à chaque fois qu'il y a des campagnes avec Bruxelles Propreté, avec Bruxelles Formation, donc comment trouver de l'emploi à Bruxelles, Bruxelles Mobilité, comment se déplacer, tout ça, c'est des trucs que je vis au quotidien. Donc, d'un certain côté, ça reste, on va dire, dans le fil conducteur de mes vlogs que je fais, donc
on va dire que mon public s'y retrouve, mais aussi de l'autre côté, c'est une sorte de prévention. Et lorsque j'ai commencé à faire ce genre de contenu, je me suis rendu compte que j'aimais bien aussi faire voilà, des vidéos qui apportent réellement quelque chose aux gens. Parce que, comme tu le dis, mes vidéos sketch, Samuel Le Délé et tout ça, sont des vidéos qui font rire. Mais est-ce que ça apporte est-ce que ça change vraiment la vie des gens? Je ne pense pas. Et donc, je me suis dit, voilà, comment essayer de combiner un petit peu le divertissement et l'apprentissage. Et donc, voilà, des fois, je fais des podcasts de prévention, que ce soit sur, comme tu l'as dit, la consommation. Il y a beaucoup de podcasts sur la consommation de drogue, etc. Et sur l'addiction de façon plus générale que j'ai pu réaliser. Ça a servi beaucoup. Très beau podcast d'ailleurs, il était très chouette, je l'ai regardé. J'ai adoré faire ça. Et le nombre de gens qui m'ont dit « Ah, ça m'a réellement servi », eh bien, ça m'a fait comprendre que j'avais aussi une certaine responsabilité de me dire que, bon, la visibilité que j'ai, de nouveau, peut être mise à profit du divertissement, comme je l'ai toujours fait. Moi, j'adore. Et je n'arrêterai jamais le divertissement. Hein. Voilà, Ah non, il faut se marrer un peu. Voilà, j'ai pas envie de... Je suis pas en train de me présenter aux élections. Hein. Donc, je garde mon côté divertissement que j'adore, mais d'un certain côté, lorsqu'il y a des thématiques qui, moi, me touchent, de prévention, que ce soit de nouveau au niveau de voilà, la propreté à Bruxelles, que je trouve désastreuse et qui, voilà, il faut vraiment faire quelque chose, que ce soit au niveau, de nouveau, de l'addiction, etc. Toutes des thématiques que je trouve intéressantes, ou même des fois un peu plus géopolitiques, hein, des fois j'en parle aussi, et ben là j'en parle, tu vois. Mais il faut trouver le juste milieu, parce que juste tomber dans l'un ou dans l'autre, ça peut aussi, voilà, ça peut aussi faire fuir, quoi. Je n'ai pas peur, on va dire, de donner des fois mon avis, tu vois. Je me dis, voilà, des fois, on me critique même, hein, tu vois. Moi, j'ai déjà fait des vidéos en disant, voilà, je trouve que la propreté, je reviens avec cette thématique-là, mais la propreté à Bruxelles, elle est au sol, tu vois. Elle est, pour moi, catastrophique dans certains quartiers, et même partout d'ailleurs, hein, même le centre-ville, partout. Oh oui. Et voilà, et alors, quand je fais ça, c'est vrai qu'on me dit souvent, oui, mais t'as qu'à aller ailleurs, machin. Mais c'est plus pour, au final, moi, passer des messages, quoi. Je trouve ça important aussi, des fois, de passer des messages, tant que ça reste dans le respect, évidemment. Oui, bah, bien sûr. Et qu'il y a un certain but derrière, tu vois. Si je fais ça, c'est évidemment pour essayer peut-être de changer les choses. La preuve, j'ai eu des campagnes avec Bruxelles Propreté. Donc, je ne critique pas juste pour critiquer, je dis, voilà, c'est des fois dégueulasse à certains endroits. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, tu vois. Ouais. Voilà. Le tout dans le divertissement, ça c'est encore mieux. Mais c'est toujours essayer aussi d'amener chaque fois un petit truc où les gens sont impactés parce qu'il y a attaché aussi, qui reste sur la vidéo, ça c'est important. En fait, donner des leçons aux gens, c'est déjà oui, moi. Tu veux pas être moralisateur, non. tu veux juste être en mode voilà mon avis. Ça. Si ça peut vous impacter d'une manière ou d'une autre ou que ça peut impacter le fait que les choses soient meilleures, à ce moment-là, le faire, quoi. Et sur la thématique de nouveau de l'addiction, j'ai vu à quel point ça a pu aider certaines personnes que je me suis dit, mais au final, c'est excellent de faire des trucs comme ça, tu vois. Mm-hmm. Et de sortir des fois justement du côté que humoristique des sketchs TikTok et tout ça. Et donc, avec l'envie, et ça on en revient à ce que je disais au début, de toujours vouloir aller plus loin, quoi. Voilà, toujours vouloir professionnaliser ce que je fais, toujours vouloir essayer de me dépasser et ne pas rester que dans le cadre de ce que j'ai pu apprendre à l'IEX ou de ce qu'on sait de base faire. Parce que pour moi, au final, là où tu en es aujourd'hui, c'est parce que tu t'es donné les moyens de le faire et d'apprendre, tu vois. Si tu veux vraiment faire quelque chose, à moins d'avoir un réel handicap, honnêtement, il n'y a pas de raison que tu puisses pas le faire, tu vois, je trouve. En tout cas, il faut essayer, tu vois. Si tu as toutes les preuves qui te montrent que tu sais pas le faire, bon, bah, tu le fais pas alors, tu vois. Au départ, quand je disais, voilà, moi je vais réaliser un court-métrage, ou voilà, moi je veux réaliser un podcast, c'est ça, on m'a toujours dit, t'as pas fait d'études de cinéma, fais pas. Je te jure que moi, mon premier court-métrage, je skip peut-être une étape, mais ça a été ultra galère d'avoir une crédibilité là-dessus. De me dire que les gars, venez, vous me laissez essayer, tu vois, laissez-moi essayer. Et au final, voilà, il y en a qui ont kiffé, il y en a qui n'ont pas kiffé, mais le résultat était là, le produit a été fait parce que j'ai appris. Et voilà, je dis tout ça pour dire que j'aime bien aussi un petit peu aller à l'encontre de cette idée que t'as pas étudié ça, tu ne peux pas le faire. Quand ça touche l'art, évidemment, t'as pas étudié médecine, tu vas pas être médecin. Ouais, non. C'est différent. Non, il y a des choses sur lesquelles effectivement c'est mieux. Faut pas blaguer, tu vois. Il y a des trucs, faut pas rigoler. Mais dans l'art, oui, l'art, c'est l'art. Pour moi, l'art, tu vois, c'est toujours bien de faire des études. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire des études de cinéma, mais tu peux toujours essayer de trouver des alternatives, apprendre sur le terrain. Pour moi, il y a rien de mieux qu'apprendre sur le terrain, t'entourer aussi de gens qui connaissent, tu vois. Si toi tu sais pas le faire, entoure-toi de gens qui savent le faire. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est un peu ce qu'on clash aussi Théodore depuis le départ de s'être lancé dans la musique, tu vois. Je sais pas si t'as vu les... J'ai vu, c'est fait, j'étais à sa release party. Ouais, je sais. Ouais. Et j'ai vu les commentaires, il s'est vraiment fait lyncher. Alors qu'apparemment, je pense qu'il était dans la musique petit, en tout cas, qu'il a toujours été baigné dedans. Oui, mais comme il était youtubeur, tu peux pas être musicien. On lui a toujours collé l'étiquette de toi, tu fais ça parce que c'est ce que tu as toujours fait et c'est ce que tu sais faire. Et pour moi, il a prouvé le contraire. Mais bien sûr, parce que son album...
Wayé, je crois, Wayé disque Eh oui, d'or, c'est pas pour machin. rien, c'est pas pour rien. Les gars, à un moment. C'est pas pour rien. Après, est-ce qu'on aime ou pas, ça c'est autre chose. Ouais. Mais le fait d'accomplir voilà, des choses comme tout simplement sortir un album et être disque d'or, à un moment donné, les gars, ben juste, il l'a fait. Donc, voilà, pour moi, il a également clashé un petit peu l'étiquette qu'on lui a donnée. Il a montré qu'il pouvait sortir de ce carcan-là, Ouais. comme toi tu le fais justement avec tout ce que tu fais. Ouais, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur en tout cas, essayer les choses. Quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc où vraiment tu t'es dit, ok, je vais y arriver, et il y a un moment donné où tu as dû te rendre compte qu'en fait, ça n'allait pas aller? En fait, pour répondre à cette question, c'est assez simple. Moi, dans mon état d'esprit, quand je me lance dans des projets, et surtout dans des gros projets comme ça, je me dis jamais je vais y arriver. Tu vois, justement pour éviter d'être déçu. C'est un peu pessimiste hein, comme façon de faire, mais Ou réaliste? je sais pas. Mais en tout cas, pour justement éviter de me dire ah là j'ai échoué, je suis dans le regret, je ne spoil jamais la réussite. Tu vois, même à mes potes, à ma famille, je dis jamais les gars, je vais faire ça, vous allez voir, ça va être dinguerie. C'est pour ça que je suis toujours assez dans le silence, je fais mes trucs, et donc je me dis jamais je vais y arriver. Après, si j'y arrive, ah ben c'est trop bien. Et si j'y arrive pas, je me dis bon bah voilà, j'ai rien dit, tu vois. À partir du moment où, en fait, moi je passe mes journées à tout le temps faire des vidéos, tu vois. Je crée tout le temps, je poste quasi tous les jours des TikTok, donc tout le temps ça floppe. Bien sûr que ça floppe, mais voilà, j'essaie de rebondir, j'essaie de trucs et de me rattraper et d'apprendre. Mais après un très très gros projet où j'ai investi beaucoup d'argent. Qui s'est vraiment écroulé. Heureusement encore, je touche du bois, jusqu'à aujourd'hui, ça n'est pas arrivé. Mais honnêtement, ça va arriver. C'est impossible que ça n'arrive pas, tu vois. Je peux comprendre que si, dès le départ, tu te lances et direct tu foires tout, ça peut démotiver, tu vois. Mais voilà, là, après 2 courts-métrages, après quelques petits projets, honnêtement, s'il y a un gros projet qui vient et qui s'éclate par terre, bon, bah... C'est pas ça qui va me faire arrêter, je pense. C'est ça t'enlève pas ta motivation. Non. Ah non. Au contraire, je pense que ça va me vénérer et je vais me dire non. Attendez-vous. Ouais, tu vas voir, toi. Donc tu es créateur de contenu, raconteur d'histoire. Je pense qu'on va du coup t'appeler. Oh, c'est beau ça. Tu es raconteur On l'a d'histoire. jamais fait celle-là. Ah voilà. Je pense que tu vas C'est bien, changer. Tu vas changer ton blaze maintenant. Tu es quoi? Je suis raconteur d'histoire. Franchement, c'est beau, c'est bien. Parce que tu le fais dans tout ce que tu fais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi les prochaines actus? Elle attendait ça. On gratte des exclus ou pas? Déjà, dans un premier temps, je vais faire vivre mon 2e court-métrage. Parce qu'au final, le premier est dispo, il est ancré, il est sur YouTube depuis déjà des années. Le 2e, là, à part l'avant-première, Ouais. où il a été diffusé au cinéma et il a été diffusé, je pense, 1 mois et demi sur Pix, pour le moment, le court-métrage n'est dispo nulle part. Donc, ce projet-là, j'ai envie de le faire vivre. Donc, je vais l'envoyer à des festivals, je vais essayer de le projeter dans des salles, des trucs, pour qu'au moins, voilà, les gens puissent le voir. Parce que pour le moment, en fait, mon 2e court-métrage, il n'y a personne qui l'a vu quasiment. Tu vois, à part ceux de Pix et. à part ceux de Pix et à part ceux qui étaient présents à l'avant-première. Donc là, il n'est pas dispo. Donc déjà, je vais rendre dispo ce projet, premièrement. Deuxièmement, là, on est en train de réaliser beaucoup de capsules vidéo aussi pour YouTube, pour une bonne fois pour toutes lancer cette chaîne YouTube et qu'elle vive dans le temps, parce que j'ai vraiment envie d'être aussi ancré sur YouTube et pas que sur TikTok, tu vois, parce que là, c'est vrai que je suis à fond TikTok, mais j'aimerais bien aussi vraiment beaucoup plus charbonner YouTube. Donc là, on est en train de faire plein de tournages YouTube. Mais les tournages, c'est interview ou c'est d'autres tournages? C'est des podcasts, comme je le disais, et c'est aussi des vlogs découvertes dans plein d'endroits de Bruxelles. Ok. Voilà. Donc on va faire découvrir des lieux de BX. En fait, comme je le fais sur TikTok, mais en mode long format et pro, quoi. Donc des Sympa. plus grosses prods, ouais, tout simplement. Et alors, donc ça c'est un truc. Et alors, une 3e chose, c'est que j'aimerais aussi, pour ma prochaine réalisation, si je peux dire, ne plus faire un court-métrage, mais pourquoi pas faire une sorte de petite web-série. Donc ça, ce serait un projet qui serait assez bruxellois de nouveau. Donc, comme je le dis, c'est ma thématique de base, c'est ce que je fais tout le temps. Et donc, essayer de faire une série qui, pour le coup, ne sera pas de la science-fiction. Voilà. Ok. Au risque de décevoir certains. Mais non, du coup, ce serait plus un genre thriller, quoi, tu vois. Ah ouais. Ouais, assez basé à Bruxelles, quoi, tu vois. Et que toi, tu réaliserais? Ouais. Tu serais acteur dedans aussi? Ouais, j'aimerais bien essayer, ouais. Parce que j'allais dire, t'as pas été acteur dans tes 2 courts-métrages, Non. donc justement, je voulais savoir si Franchement, c'est un d'être goal. acteur est réel. C'est un goal, ouais. Goal. À mon avis, ça va être chaud, mais c'est un goal. Et alors, le dernier projet, et ça, franchement, c'est une annonce qui,
On verra si, honnêtement, même si ça se fait pas, tu vois, ça pourrait être un échec qui se fait pas finalement et je l'aurais annoncé pour rien. Mais c'est pas grave, vas-y, on va le faire. Oh, ça c'est gentil parce que C'est pas grave. On est en train d'essayer de voir avec un associé si on ne pourrait pas, dès septembre-octobre, lancer un projet de Smash Burger à Bruxelles. Tu veux ouvrir un resto? Des Smash Burgers belges. Mais c'est trop cool. Donc ça, voilà, on est en train d'essayer de mettre en place pour voir comment faire ça. Mais ça, c'est aussi un gros projet pour cette année. Ah ouais, donc on se diversifie quand même, on diversifie les rentrées quoi. Mais de c'est pas diversifié, c'est pas tant diversifier les rentrées comme tu dis, c'est plus diversifier de nouveau les projets aussi audiovisuels parce que, bon, sans trop spoiler, ce projet de Smash Burger serait évidemment un projet culinaire, donc de nourriture, mais ce serait évidemment lié... À la série. Non, pas à la série, mais à tous mes contenus, TikTok, YouTube, etc. Et oui, en ce moment, tu fais beaucoup de vidéos de bouffe, toi. Mais oui, parce que j'adore ça. Oui, ça. Et oui. je remarque que... c'est un estomac sans fond. Mais oui, et je remarque que je suis pas le seul à adorer, parce que c'est un peu un des contenus que les gens préfèrent voir, donc je me dis, faire participer les gens, sans trop en dire, au projet de Smash Burger de création de ce restaurant en vidéo. Donc ce serait une sorte de tout en fait, tu vois. Ok, sympa. Ça pourrait être lourd de fou. Et donc ce serait des Smash Burgers belges, mais auxquels les gens pourraient participer. Et le tout, ce serait en fait des créations de vidéos autour de tout ça. J'ai contacté ta manager. C'est vrai. Elle s'appelle Rachel. C'est vrai. J'ai envoyé un questionnaire à remplir. Ok. Et je voudrais voir si ce qu'elle m'a dit, si tu réponds la même chose. Ok, lourd. Vas-y, je suis chaud. Et donc, tu dois t'imaginer, est-ce qu'elle a répondu? Et si c'est... Donc, toi, tu me donnes la réponse de ce que tu penses qu'elle a répondu. Et si c'est pas vrai, si c'est pas la bonne réponse selon toi, tu me donneras ce que toi, t'aurais répondu normalement. Donc, je dois pas dire ce que moi, j'aurais répondu. Non. Je dois dire ce qu'elle a répondu. Ouais. Okay, et après, okay, si c'est la même chose que ce que toi, t'aurais dit, tu me dis c'est la même. Ok, vas-y, lourd. Sinon, Ok, encore mieux. Vas-y, trop bien. Qu'est-ce qu'elle m'a dit pour ton plat préféré? Qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle m'a mis ha 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 derrière. Ah ouais? Attends. Sushi. Non. Elle a dit quoi? Mais du coup, ça, c'est ton plat préféré. En vrai, il y a moyen, ouais. Ou les Smash Burgers. Elle m'a dit une grosse pita XXL. Ouais, ok. Ah ouais, ok. Ouais, vas-y. Ouais, c'est pas mon plat préféré, en vrai. Non. Rachel. Sa boisson préférée, et ça, il y a 2 personnes qui m'ont donné la même. Voilà, les gars, Ice Tea Maison, c'est pour ça, moi, je suis pas fan d'Ice Tea Maison, mais je t'ai ramené un Lipton Peach. C'est déjà très bien. L'Ice Tea Maison est sous-coté. C'est ce que je prends maintenant. Tu sais que je sors en soirée, je bois que des Ice Tea Maison. Moi. Et tu sais qu'on m'a dit? On m'a dit aussi que t'avais arrêté de boire de l'alcool pendant 2 mois et que maintenant, du coup, c'est Ice Tea Maison à tout va, quoi. C'est Ice Tea Maison, les gars. C'est le meilleur substitut à tout problème dans la vie. C'est Ice Tea Maison. J'aurais dû te ramener une carafe. Ah, mais t'as vu, on est sur l'Ice Tea. C'est déjà maison, pas mal. Mais on est sur l'Ice Tea. C'est hobby. Mes hobbies? Ouais, toujours créer, le cinéma, le sport. Ouais, le sport, parce que gros sportif, et sportif dans les parcs, et beaucoup dans les parcs et dans les salles de sport dehors. C'est vrai. Le public aussi. Au poids du corps, les gars. Mais maintenant, j'ai repris le Basic Fit un petit peu. Ah, ouais. Un peu. On essaye. Moi, on m'a dit le sport, les grosses soirées techno, les festivals. C'est vrai, ok, c'est vrai. En vrai, franchement, elle a raison. Les festivals, j'adore ça. Ta sap préférée, mais quand je te dis sap, c'est pas juste vêtements, c'est tout accessoire confondu. Bah, streetwear, quoi. Mais ta sap spécifique. Comment ça? Ah, la partie que je préfère, ok. Donc, qu'est-ce que Rachel, elle a dit? Les chaussures, les sneakers. Non. Elle m'a casquettes? dit, pas une sap, mais il n'est jamais sans ses lunettes. Et là, pour le coup, elle n'a pas de lunettes. Ah ouais, ok, c'est vrai. De nouveau, en vrai, elle a raison, mais parce que je les ai pas mis jour. En fait, vu que je laisse pousser mes cheveux, j'ai toujours un truc sur ma tête. Et pourquoi? 100% du temps, c'est des lunettes pour tenir. Mais parce que sinon, mes cheveux, ils viennent. Tu veux voir? Oui, vas-y. On fait un reveal? Vas-y. Voilà. Tu voulais que je fasse l'interview comme ça? C'est ça que tu voulais? Donc, c'est vrai qu'elle a raison, je mets toujours des lunettes. Mais c'est quoi le projet, du coup, mec? Bah, le projet, c'est. Parce que je veux dire, si tu les laisses pousser, mais que ça va pas sur ton visage, c'est quoi le Par concept? exemple, là, je te vois pas, tu vois. Voilà. Non, mais Voilà, sérieusement, c'est quoi le projet capillaire, en fait? Eh ben, tu veux que je te réponde un truc? Vas-y. C'est le même projet que j'avais quand je me suis inscrit à l'IEX. Y a pas de projet. Pas de projet. En fait, toute ma vie est basée sur cette situation. C'est quoi le projet? Y a pas de projet. Franchement, on verra. Ta paire de sneakers préférée? Bah là, je viens d'acheter ça. C'est des New Balance. Ah non, attends, qu'est-ce qu'elle... Oh oui, purée, j'oublie à chaque fois le jeu. Ah oui. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Ok, Air Force. Ouais, elle m'a dit c'est Air Force toute sale, il est temps d'en racheter. Oui, Air Force. J'ai les mêmes Air Force depuis 2019, je crois. Elles sont éclatées. Ça va pas du tout. Oui, ça va pas, c'est pour ça que je viens d'acheter ça du coup. Elles sont sympas, j'aime bien.
toute façon, t'as des grands pieds, frère. Ouais, 45, 45, hein. putain. La grosse patte. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Grand Euh, pied, grande main. grande Ouais, main. j'ai des grandes mains. Hein. Grande main. Grand main, grand esprit. Oui, surtout. L'esprit, c'est important. Une anecdote drôle qu'elle a avec toi. Ok, la première fois qu'elle m'a vu, j'étais à poil. Attends, elle m'a dit, il a Je spoil ou date ma meilleure amie et la première fois que j'ai rencontré Vidal, il a fait un tournage en string et je devais l'électrocuter dès qu'il rigolait. Posez juste pas de questions. Est-ce que c'est encore disponible quelque part ça? Faut demander à Jacques Delfos. C'est sa vidéo. Alors s'il te plaît, fais-moi plaisir. Oui. Demande-lui si là je veux mettre un Je extrait. suis chaud. Mais même moi, Je veux un j'ai jamais vu extrait. cette vidéo. Mais c'est vrai que c'est la première fois que Rachel m'a vu. Et voilà. Et tu vois, on travaille toujours ensemble alors que c'était il y a 2 ans. Tu vois. C'est fou, hein. Ouais. Comme quoi. Elle a du sang-froid. Hein. Elle a dit- La personne qui l'a le plus inspiré. Et ça, c'est elle qui répond. Hein. Si je dis ça, c'est pas assez original. Attends. Après, oublie pas elle a mis beaucoup de vannes. Ok. Qu'est-ce que tu penses qu'elle a mis? Ah, ça, c'est en mode van aussi. Qu'est-ce qu'elle aurait pu mettre? Elle-même. Oui. C'est vrai. Oh yes. Je suis chaud là, je l'ai eu. Et En alors soi, elle m'inspire, hein. Franchement, c'est Ouais vrai. Ouais, elle a raison. Ah bah vas-y, c'est le moment de déclaration. Vas-y. Rachel, je te l'ai jamais dit, mais quand tu m'as vu tout nu, c'était sincère. Voilà. Non mais c'est cool qu'elle t'inspire, c'est bien Ouais, parce que c'est un clairement. manager. c'est Elle est pas- déter de ouf aussi, hein. Et elle a glow up carrément. Mais elle le sait, de toute façon, je l'ai déjà dit. Vas-y, prends pas la grosse tête, Rachel. Ton celebrity crush. Dua Lipa. Non, mais je valide. Bah oui. Enfin, oui, mais non. Je sais pas, Scarlett Johansson. Non. Elle a mis Emily Ouais, bah ouais, bah Ratajkowski. Bah oui, non, d'accord. Bah oui, oui. Oui. Après, Elle a mis, en tout cas, une brune. ouais, après, ouais, non. Franchement, Dua Lipa, hein, je pense. Rosalia aussi. Oh, tous les mecs, qu'est-ce que vous avez avec Dua Lipa et Rosalia? J'en peux plus. Les gars, répondez vous-même. Oui, c'est bon, ciao. Parce que je dois vraiment répondre. Et j'ai kiffé cette séquence. T'as bien aimé? Pour toi, c'est quoi être en esprit? Bah, être en esprit, je pensais être déjà en esprit avec soi-même, donc en paix avec soi-même, tu vois. Avoir un esprit clair, c'est l'expression. J'improvise, hein, tout ça, les gars, pensez pas que je suis en train de réciter. Non, franchement, je pense que, voilà, moi, ça me fait penser vraiment à être en paix intérieure, et être en paix avec soi-même va te permettre d'être en paix avec les autres aussi. Souvent, les gens qui sont hyper stressés avec eux-mêmes, bah, ça stresse l'entourage. Et puis, ben, c'est ce qui va mener à potentiellement une vie saine d'esprit aussi, et qui va te permettre tout simplement, si je peux revenir avec ce que je disais au départ, de lier, et pour moi ça c'est sous-coté à fond, passion, hobby et argent. Ça c'est le goal d'une vie, c'est vraiment vivre de sa passion. C'est une expression, mais pour moi ça devrait être une réalité. Et donc, moi c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Ok. Oh, j'ai été chaud de fou là. What? Le mec, il m'a fait un monologue, bam, 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 bam. Incroyable. Franchement, j'étais chaud là. Bravo. Mais je le pense vraiment. Félicitations. Non, franchement, je le pense. Félicitations. T'es en esprit, toi? Moi, honnêtement, je pense que oui. La majorité du temps, je suis en esprit. On l'est jamais, oui, on l'est jamais 100% Non, du temps. mais- Franchement, dans mon métier, en tout cas, je suis en esprit et dans la volonté d'encore plus, comme toi, ne jamais rester sur ses acquis et de me développer. Si je peux dire une anecdote sur Chloé aussi, franchement, quand je te vois maintenant, parce que tu parles aussi du temps où on s'est rencontrés, et tu vois, je retourne l'interview, Vas-y. je te trouve beaucoup plus aussi en esprit aujourd'hui qu'avant, parce que forcément, t'as eu des galères, des trucs où ça s'est craché, on parlait d'échecs et tout ça, on en a eu aussi, tu vois. Et quand je te vois aujourd'hui, moi, je te retourne et je trouve que c'est réciproque tout ce que tu m'as dit. T'as aussi glow up, tu vois. T'es aussi en esprit. Merci, mon chat. Voilà. Femme capable, homme capable, surtout. C'est beau. Ça, c'est beau. Et c'est Grand sur pied, ce- grand. Main. Voilà. Grand esprit. Je suis super fière de ce que tu fais, de l'homme que t'es, que ce soit personnellement, non mais vraiment, que ce soit personnellement dans l'amitié qu'on a et dans le fait qu'on se soutienne dans tous nos projets depuis toujours. Et tu restes quelqu'un de très humain, de très humble et de très créatif. Donc, one love, tu sais tout l'amour que je te porte. Donc, Sache que tout ce que tu viens de dire, c'est réciproque. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'En Esprit. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, tout ça, parce que bah, c'est ce qui nous aide à grandir. Bisous!